Alors, quelle éducation pour l'homme en devenir? Cette question suscite beaucoup de débats, suscite aussi de nombreux projets pédagogiques au 19e et encore au 20e siècle, tant en France qu'au Québec. L'objectif de ma communication, c'est de vous présenter ces débats et ces projets pédagogiques et de réfléchir avec vous sur la conception de la masculinité que ces projets et débats sous-tendent. Je précise d'emblée que ce dont je vais vous parler, c'est du jeune homme issu des milieux aisés, de ces milieux qui sont en mesure de payer au 19e siècle l'éducation à leur fils, une éducation un peu plus avancée, une éducation secondaire qui va au-delà donc de l'instruction primaire de base. Mon intention, c'est de vous parler du modèle québécois. Je suis une spécialiste d'histoire du Québec, mais en tentant de le placer dans un contexte plus large qui nous permettra éventuellement de faire des liens. Alors, rappelons d'abord quelques faits. Au 19e siècle, le système québécois, au Québec plutôt, le système éducatif se structure lentement. En fait, avant le 19e siècle, les écoles au Québec restent peu nombreux. On a, au niveau secondaire, le petit séminaire de Québec qui est fondé au 17e siècle, le Collège de Montréal qui apparaît en 1773, et c'est tout. Donc, peu d'établissements secondaires avant le 19e siècle. Donc, c'est véritablement au début du 19e siècle que le réseau d'enseignement secondaire se structure au Québec et apparaît à l'extérieur des deux grandes villes. On voit donc alors l'émergence de collèges dits classiques, des collèges qui sont les héritiers d'un modèle pédagogique séculaire né à la Renaissance et qui s'est imposé partout à travers l'Europe et aussi à travers l'expérience coloniale ailleurs dans le monde, notamment en Amérique. Cette culture classique, on la définit par opposition à la culture populaire. Donc, les collèges sont chargés de faire exister une séparation culturelle tranchée, hermétique entre le monde des élites et celui du peuple et de permettre la production d'un ordre dans lequel une minorité, une petite minorité, se distingue de la masse inculte. Les élites vont donc partager un bagage constitué de latin, de spiritualité chrétienne, d'auteurs gréco-latins, de rhétorique et d'une même expérience de l'effort intellectuel et de la discipline de vie. Toutes ces institutions d'enseignement secondaire convergent vers un même objectif, porter les jeunes à un haut niveau de compétences en les immergeant dans un dispositif qui les encadre considérablement du matin jusqu'au soir. Les classes sont constituées de petits groupes, les horaires sont serrés et strictement réglés. Et c'est un système aussi qui fonctionne, qui est fondé sur l'émulation et sur une sanction sévère de tout écart à la discipline de l'institution. C'est un régime exigeant qui correspond à des attentes élevées et qui donne aux études collégiales l'allure d'une épreuve initiatique de longue haleine. C'est aussi ce qui établit d'ailleurs la renommée de ces établissements d'études classiques. On réclame des élèves beaucoup de mémorisation, et aussi on leur propose des productions écrites et des prestations orales qui sont censées bien les préparer à l'exercice de l'autorité et aussi à la maîtrise du discours. La pensée humaniste de l'époque accorde une place déterminante à l'adolescence. En fait, l'adolescence est regardée comme un âge de vie décisif dans une existence. On suppose que l'adolescent, s'il est bien encadré, va pouvoir croître à l'abri du mal et devenir un individu exemplaire. Au contraire, s'il est laissé à lui-même, il risque de gâcher toutes ses potentialités parce que sa personnalité, qui est imparfaite, va être alors ouverte à toutes sortes d'influences. En somme, dans ce modèle, l'éducation qui est proposée aux jeunes hommes de l'élite pense le collège classique comme un creuset et l'adolescence comme un rite de passage. Et c'est donc à travers l'acquisition d'un bagage culturel hérité de la Renaissance que le garçon se prépare à affronter la vie et à devenir l'honnête homme. Mais voilà qu'au 19e siècle, l'institution collégiale connaît une phase de croissance importante et en se développant, le modèle hérité de la Renaissance va aussi progressivement s'éroder. Des établissements commencent alors à proposer des programmes d'études à moindre coût, des programmes d'études qui se veulent abordables à
un peu plus de monde. Donc, on y inculque évidemment un peu de latin, mais on va enseigner aussi d'autres matières, par exemple l'arithmétique et même les sciences et la tenue de livres. Ces établissements répondent à une demande sociale indéniable, celle des familles de la classe moyenne qui cherchent pour leurs fils une éducation susceptible à la fois de les distinguer socialement et de permettre leur ascension sociale. Le Québec ne fait pas exception à ce mouvement-là qui est beaucoup plus large et qui dépasse les frontières québécoises. Mais au Québec, dès les années 1820 et même un peu avant, des voix justement se font entendre pour proposer un modèle éducatif qui diffère de l'enseignement classique que je vous ai décrit tout à l'heure. Et une des propositions les plus neuves sur lesquelles je vais m'arrêter un peu voit le jour, non pas à Québec ni à Montréal, mais dans un petit village du Bas-Saint-Laurent, Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On y ouvre en 1829 un collège pour garçons. Donc, je vais m'arrêter un peu sur cet exemple pour illustrer comment certains penseurs et pédagogues de l'époque essaient de définir autrement l'éducation du jeune homme en s'écartant du modèle hérité de la Renaissance. Le fondateur de ce collège, c'est un prêtre, l'abbé Antoine Pinchot. Il formule pour son collège un programme d'études original. Et son projet est coloré par des considérations politiques. Il est coloré notamment par le nationalisme canadien-français, canadien qui est alors en plein essor. Il est coloré aussi par un idéal démocratique. Donc, depuis plusieurs années, Pinchot ressent l'urgence pour les Canadiens de savoir lire et écrire, eu égard, dit-il, à leur position politique, et il va prôner l'éducation, évidemment, comme un moyen pour le peuple de participer à la vie politique. Pinchot souhaite que son école forme des hommes capables de rendre de grands services partout. Ce sont ses mots. Il propose un collège où la différence de religion n'influera en rien sur l'admission ni le traitement des élèves. Alors ça, là, pour le Québec de cette époque-là, c'est vraiment un trait extrêmement original. Et c'est un prêtre aussi, faut-il le rappeler. Le règlement initial du collège de Sainte-Anne s'éloigne de façon marquée de la règle quasi monacale des petits séminaires et des collèges classiques, hérités de la tradition de la Renaissance. Le règlement n'impose pas d'uniforme et il va privilégier les remontrances qui sont utiles plutôt que les punitions qui sont humiliantes. L'enseignement doit aussi encourager le développement plutôt des talents individuels. On veut former un jeune homme qui sait un peu de tout. C'est ça, en gros, le principe fondateur de ce nouveau collège. Pinchot est un grand lecteur et admirateur de Chateaubriand. Et il veut faire de sa maison un endroit sain où l'élève pourra, et je le cite, tirer parti de la campagne romantique ornée de pics, de montagnes, de rivières et de lacs. Là, il force un peu le trait parce que la Pocatière, c'est bon. Oui, sauf des montagnes, là, il faudra repasser, c'est plutôt une plaine. Mais enfin, alors, il veut tirer parti de cette campagne pour étudier l'histoire naturelle, l'agriculture pendant ses jours de congé. Il est aussi inspiré par Locke et Rousseau et il entend former un homme qui n'est pas uniquement pétri de connaissances livresques, mais qui a aussi acquis un savoir pratique, un savoir utile, comme dira-t-il les Autochtones. D'autres figures importantes vont aussi contribuer à la réflexion sur le programme pédagogique de Sainte-Anne. C'est par exemple le cas de l'abbé Étienne Chartier. Chartier ne remet pas en question le besoin d'enseigner les humanités, mais il veut, dans son collège de Sainte-Anne, repenser la discipline. Et il prône la mise en œuvre, et ça c'est particulièrement intéressant, d'un système où les élèves choisissent leurs représentants. C'est inédit dans le Québec de l'époque, et élisent un jury d'élèves chargé de sanctionner les fautifs. Donc, une forme d'autorégulation des comportements. La Constitution britannique se trouve aussi au cœur de ces réflexions pédagogiques. Donc, on est à l'heure des conflits sociaux, des conflits politiques, et Chartier ambitionne de faire une œuvre d'éducation civique à travers son collège de campagne. Il veut briser la routine qui caractérise la vie quotidienne et les études dans les collèges, mais il veut aussi repenser le collège en l'adaptant à l'esprit du siècle.
Donc, une grande volonté, vous l'aurez compris, d'innovation à travers ce projet pédagogique, une volonté aussi de s'ajuster aux réalités politiques et sociales de l'époque. Évidemment, tout ça va susciter beaucoup d'intérêt dans la petite société québécoise du 19e siècle. Et à l'intérieur même des murs de la maison, des tensions vont voir le jour assez rapidement, si bien qu'au terme de la première année, le directeur des élèves, l'abbé Chartier, est démis de ses fonctions. Un nouveau directeur arrive et atténue le caractère innovateur du règlement de la maison. Bon, ceci dit, malgré ce redressement disciplinaire, une certaine souplesse va continuer de caractériser dans les années qui suivent là, le fonctionnement du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Et dans les années 1830 et surtout dans les années 1840, on continue d'essayer de répondre du mieux possible aux caractéristiques et aux besoins du milieu. Par exemple, en 1843, on inaugure au Collège Sainte-Anne un cours commercial qui vise à donner une formation pratique. Et encore une fois, il y a le même souci d'accessibilité à un plus grand nombre qui caractérise ce programme. Dans ce cours commercial, on vise notamment l'acquisition d'une bonne connaissance de l'anglais. C'est perçu comme un avantage rapidement monnayable dans cette société bas-canadienne du 19e siècle. Un avantage monnayable qui surpasse, croit-on, le vernis de latin que les élèves peuvent acquérir au contact de Cicéron, de Sallust ou de Virgile. Donc, le cours commercial qui ouvre ses portes en 1843 enseigne à ses débuts différentes matières. De l'anglais, je l'ai dit, mais aussi de l'histoire, de la tenue de livres, et puis des mathématiques, de la géométrie, même l'architecture qu'on enseigne en anglais aux élèves des classes les plus avancées, un peu d'astronomie, de botanique et aussi de la minéralogie. Comme en 1830, au temps de l'abbé Chartier, ce projet pédagogique de Sainte-Anne prend une coloration nationale. Donc ici encore, investir l'enseignement commercial, c'est tout à la fois faire œuvre patriotique et religieuse, parce que ce sont des prêtres qui animent cette maison d'enseignement. Avec la mise en place de ce programme, le Collège de Sainte-Anne prend un virage important avec ce cours commercial. Je dois quand même souligner que l'expérience n'est pas tout à fait nouvelle dans le paysage québécois. À Montréal, au Collège de Montréal, au tout début du 19e siècle, on avait tenté une expérience similaire. N'empêche que le cours commercial qui est mis en place à Sainte-Anne en 1842-43 va vraiment lancer une nouvelle mode, si je peux m'exprimer ainsi, et plusieurs collèges vont par la suite s'inspirer de cette expérience et mettre en place des cursus commerciaux qui sont inspirés de celui de Sainte-Anne. L'avènement de ces cursus commerciaux est important. Il révèle l'adhésion d'une partie des familles québécoises du 19e siècle à un nouveau modèle éducatif, un modèle éducatif qui diffère de celui qui est hérité de la Renaissance et qui s'incarnait, on l'a vu, à travers le collège classique. Au Collège Sainte-Anne et dans plusieurs autres établissements au 19e siècle, on épouse une conception utilitaire de l'éducation en accord avec la culture marchande et avec la culture technique qui est alors en plein essor. Selon cette conception, l'homme en devenir, le jeune homme, pour se préparer à œuvrer dans le siècle, doit assimiler un ensemble de savoirs et de techniques qu'il pourra de façon très concrète mettre en application plus tard dans l'exercice de sa profession. Donc, on s'éloigne passablement de l'idéal des études classiques qui visait plutôt l'acquisition d'une culture générale et le développement de l'éloquence pour préparer à la vie adulte. Cet esprit modernisateur qui souffle sur l'éducation est perceptible ailleurs. Donc, le Québec n'évolue pas en vase clos, vous vous en doutez bien. Cet esprit modernisateur, il est particulièrement visible, perceptible aux États-Unis où au 19e siècle, les high schools vont connaître une expansion importante et vont concurrencer justement les collèges dits classiques. Et là-bas, les collèges classiques, pour survivre à cette concurrence, vont progressivement moderniser leur programme d'études et ajouter d'autres matières au cursus d'études des humanités.
Même chose en France. Alors là aussi, un vent réformiste souffle et on aspire à fournir aux garçons des classes moyennes une éducation qui les prépare au monde, une éducation qui s'écarte encore une fois de l'enseignement classique sans cependant totalement la rejeter. Donc, on adapte dans le fond le vieux modèle aux réalités d'aujourd'hui et aux réalités d'alors plutôt, et la réforme de l'enseignement de 1902 en France qui organise un secteur secondaire en 2 cycles et qui intègre aussi davantage les matières scientifiques au cursus d'études va en quelque sorte là, couronner tout ce siècle de débat et de réflexion pédagogique en France. Donc, on le voit au 19e et encore au 20e siècle, on va réfléchir beaucoup sur la meilleure éducation à offrir aux jeunes hommes. Et les débats perdurent longtemps. Est-ce qu'il faut privilégier le modèle humaniste hérité d'une tradition pluriséculaire? Est-il opportun de continuer d'enseigner les langues mortes, de miser sur une formule pédagogique basée sur l'imitation des maîtres et de promouvoir une formation désintéressée? Est-ce qu'il faut, au contraire, des programmes plus adaptés à l'esprit du temps, qui proposent à la fois un bagage de culture générale et des contenus pratiques? Et quelle place, enfin, faut-il faire aux sciences exactes? En fait, vous l'aurez compris, les collèges représentent pour plusieurs un frein au développement social et un frein au développement économique. Et au Québec, cette critique s'accentue particulièrement dans la seconde moitié du 19e siècle à mesure que l'on entre de manière définitive dans l'économie de marché, dans l'économie industrielle aussi. À cette époque, donc, les attaques à l'égard du cours classique sont le fait des forces libérales et des forces anticléricales. Au milieu du 19e siècle, on les retrouve, ces critiques, notamment chez les Rouges, qui forment l'aile la plus radicale des libéraux, mais on les retrouve aussi chez l'aile plus modérée que forment les réformistes. Et au tournant du 20e siècle, les critiques perdurent. Certains polémistes reprennent le flambeau, justement, des critiques. C'est le cas, par exemple, du poète Louis Fréchette, qui ne se gêne pas, et je le cite, pour dénoncer ces hautes maisons qui ont le monopole de notre avenir. Donc, il faut savoir que, encore à cette époque, pour entrer à l'université, il fallait forcément avoir passé par le creuset du cours classique. Donc, le cours commercial n'ouvrait pas les portes de l'université. Et toujours Louis Fréchette disait en 1893, « On ne met pas son enfant au collège pour qu'il finisse à l'hôpital en rimant des élégies ou en traduisant Cicéron. On l'envoie apprendre quelque chose qui l'arme contre les exigences de la vie. » Et Fréchette ira lui-même jusqu'à retirer son fils du collège pour s'occuper de sa formation. Alors, que comprendre de ces débats? Et ce sera ma conclusion. Ces débats illustrent d'abord les transformations en train d'advenir dans la société du 19e siècle, des transformations qui façonnent les nouvelles représentations de la masculinité. Comme l'a montré notamment Antonio Rutondo et plusieurs autres chercheurs à sa suite, un modèle de représentation qui valorise l'appartenance à une communauté et la vie religieuse cède graduellement le pas au 19e siècle à une foi croissante en la réussite, en l'accomplissement personnel grâce au talent individuel, à la maîtrise de soi et au travail. Cette transformation a pour toile de fond le développement de l'économie de marché, la démocratisation des sociétés, l'urbanisation, l'industrialisation. Alors, les familles sont nombreuses à ressentir l'urgence d'adapter l'éducation à ces nouvelles réalités sociales et à ce nouveau modèle masculin qu'on pressent. Les familles vont donc réclamer, par exemple, des cours d'anglais, on l'a vu, et l'ajout de différentes autres matières au cursus d'études. Mais en même temps, et c'est là le paradoxe, les familles ne sont pas prêtes à balayer complètement le modèle élitiste des humanités. Elles y restent en fait beaucoup attachées parce que ce modèle est revêtu d'un grand prestige social. En 1921, un père qui souhaite dissuader son fils
d'abandonner ses études classiques et de s'inscrire au cours commercial va bien exprimer le sentiment de plusieurs parents. Alors, ce père, il écrit à son fils, « Le cours latin développe l'intelligence et ouvre des horizons nouveaux. Cette instruction parfaite donne de l'assurance dans les rapports sociaux et permet de coudoyer sans honte les autorités religieuses, les autorités publiques et politiques, toutes les personnes des différentes sphères sociales. » Même pour l'homme d'affaires, et le père en est un lui-même, le collège classique procure un savoir-faire inestimable pour se renseigner à travers les journaux et les revues, pour écrire correctement, pour rédiger des annonces, des catalogues ou des lettres faisant connaître ses affaires et les mettant en valeur. Pour prospérer, en somme, il faut nécessairement avoir passé par le creuset du cours classique. Alors, dans ce contexte, malgré quelques adaptations, le collège classique va perdurer jusque dans les années 1960, en fait, jusqu'à la Révolution tranquille et le rapport parent. Et sa continuité n'est pas attribuable simplement ou uniquement aux pesanteurs et à la mainmise de l'Église catholique qui domine alors le réseau. Sa pérennité résulte aussi de la confiance que les parents continuent d'accorder aux cours classiques, à leur personnel et à leur programme. Et encore aujourd'hui, les références à ce modèle sont encore bien vivantes et le collège sert de support à des argumentations contradictoires. Il y a ceux qui évoquent le bon vieux temps des collèges où l'on ne craignait pas de transmettre à la jeunesse les beautés de la culture et de la civilisation occidentale à travers la littérature, à travers la musique, le théâtre, etc. Mais il y a aussi les autres qui dénoncent justement cet ancien modèle et qui le présentent en quelque sorte comme un repoussoir, un modèle qu'on juge désuet, élitiste et qui a heureusement, d'après ses critiques, donc cédé le pas à une école plus ouverte, à une école plurielle, à une école démocratique. En somme, le contexte social a évidemment beaucoup changé, le contexte économique a radicalement changé aussi, mais les discussions actuelles sur le modèle à promouvoir en éducation présentent un certain nombre de similitudes avec les débats qui avaient lieu au 19e siècle. Je vous remercie beaucoup de votre attention.